Bonjour mesdames, messieurs, je vous prie de prendre place. Je vous souhaite la bienvenue au 72e congrès de la Fédération nationale des transports routiers. Je m'appelle Pascal Perry, je suis économiste, géographe, éditorialiste pour les chaînes du groupe Altis. RMC, j'ai croisé d'ailleurs ce matin de nombreux auditeurs des Grandes Gueules, que je salue en particulier, BFM Business. Alors, nous allons passer cette journée à échanger sur, non pas le nouveau monde qui est en face de nous, mais un autre monde. Peut-être quelques éléments de contexte pour resituer nos débats. Pas de croissance durable, pas d'aménagement du territoire, pas de création d'emplois sans un secteur fort du transport routier de marchandises avec un état des lieux un peu particulier. Peut-être même parfois un peu contre-intuitif, des consommateurs qui ont des exigences multiples, qui veulent tout de suite, qui souhaitent commander sur Internet, qui adorent le commerce en ligne, mais qui en même temps plébiscitent les points de vente, qui veulent recevoir le colis commandé la veille, le lendemain à partir de 8 heures. Un débat politique qui est souvent pavé de mauvaises intentions, en tout cas avec des arrière-pensées, et vous au centre de ce nouveau monde. Vous qui avez déjà, en grande partie, engagé la transition en mobilisant les outils de la modernité, de la productivité, je pense au digital, je pense à la robotique. Tout au long de ces journées, nous allons échanger sur votre métier, sur votre activité. Nous parlerons aussi de logistique, mais pour commencer, quelques éléments du contexte social. La semaine dernière a été une semaine d'actualité particulièrement riche. Alors, comment aborder le dialogue social? Quel contenu lui donner? Le dialogue social, vous le savez, vous êtes chef d'entreprise, c'est un des éléments fondateurs, essentiels de la compétitivité des entreprises. La Fédération nationale des transports routiers y participe activement dans un pays qui a fait du dialogue social un territoire de contraintes et de normes. La Fédération nationale des transports routiers négocie avec les organisations syndicales, au niveau de la branche, des accords collectifs. Ce rôle s'avère particulièrement important dans un secteur constitué de 97% d'entreprises disposant de moins de 50 salariés. La FNTR, en 2016-2017, ce sont 28 réunions paritaires de négociation, groupes de travail et commissions, 19 réunions patronales au sein de l'Union des fédérations de transport, plus de 8 réunions entre organisations professionnelles, également plus de 350 réponses apportées aux entreprises adhérentes sur des problématiques sociales et juridiques. Une cellule de crise a été mise en place fin mai pendant la grève des transporteurs d'hydrocarbures. Dans le cadre de cette cellule de crise, la FNTR et ses syndicats en région se sont mobilisés. 2 fois par jour pendant une semaine, 60 points de situation en temps réel sur les points de blocage ont été transmis aux adhérents. Plus de 40 points téléphoniques avec les préfectures pour assurer les remontées terrain et demander aux forces de l'ordre d'intervenir sur les dépôts de carburant touchés. Des mouvements sociaux très médiatisés qui auraient tendance à masquer une année au cours de laquelle le dialogue social n'a cessé de progresser. En effet, en 2016-2017, le dialogue social dans la branche transport routier et activités auxiliaires a été soutenu et fructueux. Des accords ont été signés sur des sujets fondamentaux et des négociations se poursuivent sur des chantiers structurants. 7 avril 2017, signature d'un accord salarial en transport routier de marchandises et le 30 juin 2017, signature également d'un accord salarial en logistique. Le fait d'avoir 2 accords consécutifs salariaux dans ce secteur est important puisque avant 2015, il y avait eu une période pendant 3 ans durant laquelle aucun accord salarial n'avait été signé. On est dans une logique entre partenaires sociaux de reprise de la confiance au niveau de la branche. 12 avril 2017, un accord est enfin conclu sur la formation professionnelle. L'accord sur la formation professionnelle avait un double objectif. Donc d'une part, la mise en conformité de notre dispositif avec les nouvelles dispositions réglementaires et d'autre part, donc renforcer la formation professionnelle dans la branche. À peine l'encre sèche, les organisations patronales et syndicales du secteur risquent de se retrouver autour de la table assez rapidement pour négocier un nouvel accord, puisque les pouvoirs publics nous promettent une nouvelle réforme de la formation professionnelle pour l'année 2018. 19 avril 2017.
Signature d'un protocole d'accord entre l'État, les organisations patronales et les organisations syndicales sur le congé de fin d'activité. Le CFA peut en dire beaucoup de choses, mais en résumé, je crois que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école d'une négociation totalement concertée entre TLF et FNTR, un dossier dans lequel on s'est fait totalement confiance, et il fallait qu'il y ait cette confiance pour faire bloc face à, j'ose les appeler des adversaires qui étaient nos partenaires sociaux qui ne voulaient pas changer le système, l'État, ou je devrais dire les États, qui voulaient nous taxer à tout prix. On a obtenu nos objectifs, les objectifs qu'on s'était fixés en commun dès le départ pour préserver les entreprises et, évidemment, faire évoluer ce système de protection sociale. 25 avril 2017, représentativité, votre voix compte. La FNTR est reconnue première organisation professionnelle du transport routier. La FNTR a vu confirmer en avril 2017 par l'administration française sa place de première organisation professionnelle du transport en France. Nous réunissons à nous seuls 44% des salariés des entreprises adhérentes à une OP. Ces résultats illustrent bien la représentation large et très équilibrée de la FNTR dans toutes les typologies d'entreprises. Par ailleurs, la convergence TLF-FNTR et les résultats qui en découlent obligatoirement font que rien ne peut se faire, se décider sans nous et contre nous. D'où l'importance majeure et très stratégique d'une telle convergence. Notons également qu'avec la CNM, la Confédération nationale de la mobilité, au sein de l'UFT, nous atteignons tous ensemble une représentativité de 85%. Nous avons donc, à la lumière de ces résultats, la mission et le devoir de continuer à défendre avec détermination la voix et les intérêts des entreprises de transport en France et en Europe. La FNTR continuera à jouer pleinement son rôle de première organisation de la branche transport routier et activités auxiliaires. Avec l'appui de ses partenaires, elle continuera à développer un dialogue social constructif. Elle poursuivra son action forte pour qu'un équilibre soit trouvé entre une politique sociale ambitieuse et une compétitivité économique améliorée. Bien, mesdames, messieurs, nous avons une journée de débat à partager ensemble. Je vais peut-être vous donner 2-3 éléments horaires. Nous nous séparerons vers midi pour une pause déjeunatoire et puis nous nous retrouvons à 13h30. Je m'efforçais d'être le maître des horloges jusque-là. Nous évoquerons la question de la compétitivité tout au long de cette journée. 7 autres politiques que nous appelons pour l'autre monde qui se substitue à celui d'aujourd'hui. Nous évoquerons les plateformes d'intermédiation, la sécurité routière, enfin tous les sujets qui font votre quotidien. Dans un petit instant, je recevrai François Asselin, que vous connaissez, qui est le président de la CPME, les entreprises de taille moyenne, les PME. Alors, de taille moyenne, c'est d'ailleurs sujet à caution, parce que ce sont souvent de grosses entreprises. Je lui demanderai quelle est, de son point de vue, la place du transport routier de marchandises dans l'activité de ces entreprises, comment le transport routier de marchandises participe au maillage du territoire. Mais pour commencer, je voudrais appeler la voix de la sagesse. Vous le connaissez nécessairement. On le voit très régulièrement sur BFM Business. On l'entend aussi sur RMC. C'est Emmanuel Le Chypre que je vous demande d'accueillir. Emmanuel a cette particularité qu'il a été économiste, qu'il a fait de vraies études d'économie avant d'être journaliste. Donc c'est un journaliste qui a été économiste et pas l'inverse, ce qui explique d'ailleurs le fond de ses connaissances. Avec Emmanuel Le Chypre, nous allons évoquer ensemble les tendances lourdes. Emmanuel, vous êtes le grand témoin de cette première matinée. Je voudrais d'abord, puisque ça a été évoqué par le président Pic et par tous les interlocuteurs qu'on a entendus, qu'on évoque la croissance. La croissance, elle alimente le secteur de l'emploi, elle est un peu la colonne vertébrale de notre économie. Est-ce que cette croissance a changé sur le plan de sa qualité, non pas en quantité, mais en qualité? Oui, c'est vrai que c'est la question à 100 millions de dollars. Bonjour à tous. D'abord, alors j'ai pas résisté quand même à commencer par une bonne nouvelle, parce que quand il y en a, il faut les montrer. Hein. Alors on va parler évidemment, la question de Pascal, c'est plutôt sur la croissance à moyen terme. Hein. Est-ce que, en gros, comme le disent une partie des économistes, nous rentrons dans une très longue période de croissance faible, voire nulle, ce que
on appelle en jargon un peu technique la stagnation séculaire, ou bien est-ce qu'au contraire, et ça c'est une thèse défendue par d'autres économistes, nous sommes à l'aube d'une période d'hypercroissance possible grâce à la révolution digitale. Donc ça c'est l'horizon de 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'aime bien la phrase de Bill Gates qui dit on surestime toujours les changements qui peuvent se produire à l'horizon de 2 ans, mais on sous-estime toujours les changements qui peuvent se produire à l'horizon de 10 ans. Ben, c'est exactement ça. Mais en attendant, à court terme, quand même, regardez ce graphique tiré de la dernière note de conjoncture de l'INSEE pour vous dire qu'effectivement, enfin, on a une économie française qui a retrouvé le chemin de la croissance. Alors si vous regardez les chiffres officiels, vous vous dites on fera 1,8% de croissance en 2017. C'est le meilleur résultat depuis 2011. Retenez plutôt qu'en fait, en termes qualitatifs, cette croissance, c'est plutôt la meilleure depuis 2006-2007, depuis avant la crise finalement, parce qu'en 2011, vous aviez l'effet contre-coup de la récession de 2009, c'était un peu mécanique. Là, on a vraiment une vraie dynamique de reprise qui est enclenchée et un phénomène intéressant qu'on a constaté à partir de la semaine dernière. C'est la première fois depuis 5 ans que des entreprises, notamment dans le secteur des services, déclarent qu'elles peuvent enfin relever leurs tarifs. Donc là, on voit qu'on a franchi une vraie étape supplémentaire dans la consolidation de la reprise et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc à l'horizon, allez, fin 2017, 2018, on est plutôt sur des bonnes périodes. Après, Pascal, ta question... Est-ce qu'on peut s'acheminer vers un monde sans croissance? Alors, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à cette idée stupide du monde sans croissance, pour la raison simple, c'est que la croissance, c'est juste de la fabrication de valeur ajoutée. Et que de la valeur ajoutée, on en créera toujours. Alors, on va vers une croissance différente. On va vers une croissance qui, effectivement, sera moins tirée par ce que j'appellerais l'avoir plus, mais qui sera tiré davantage par ce qu'on appelle l'être mieux. C'est-à-dire qu'en gros, on a une croissance qui sera moins tirée par la fabrication de produits, mais beaucoup plus tirée par la fabrication de solutions à tous les problèmes qu'on pourra rencontrer. Alors, juste... Ça signifie d'un mot que tous ceux qui sont dans la salle et qui envisagent des investissements devrait plutôt envisager des investissements qualitatifs que des investissements de capacité. C'est ça que ça signifie ? Oui, parce qu'effectivement, cette révolution technologique, il ne faut pas se laisser asphyxier par le débat que j'évoquais, hein, entre ceux qui vous disent cette révolution qui nous rend finalement intelligents, est-ce qu'elle va créer plus de productivité et de richesse et de valeur ajoutée que la révolution qui nous a rendus plus forts physiquement. Et c'est ça tout le débat. Et donc vous avez ceux qui vous disent, bah non, parce qu'en fait cette troisième révolution industrielle, elle ne pèse pas lourd par rapport à la deuxième révolution industrielle, celle du début du XXe siècle, dans laquelle vous aviez quand même l'électricité, l'eau courante. Oui. C'est un truc qu'on sous-estime totalement, mais les gains de productivité permis par l'eau courante, c'est considérable. La révolution digitale, à côté, c'est rien, surtout qu'il y a des forces adverses, hein. Au XXe siècle, on a eu une démographie très dynamique, on a eu une élévation du niveau d'éducation considérable. Il n'y a rien de tout ça aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui vous disent « Non mais vous ne vous rendez pas compte, la capacité qu'on va avoir à proposer tout un tas de solutions grâce à la puissance des ordinateurs. Hein. Avant, des ordinateurs, ça permettait juste de faire des tableurs Excel. Maintenant, ça permet de faire des jeux vidéo incroyables. Tout ça va rebattre les cartes. Vous avez des cabinets de consultants qui vous disent, par exemple... la révolution digitale, c'est à peu près entre 1,5 point et 1 point de gain de productivité par an, et c'est 10 à 15% de chiffre d'affaires en plus. Donc moi, je crois qu'on va vers cette nouvelle croissance. Donc on va intégrer le service à l'industrie et à tous les secteurs, d'ailleurs au commerce aussi. C'est totalement ça. Hein. Alors évidemment, les règles du jeu changent complètement par rapport à ce qu'on a connu. Les règles du jeu changent du côté de la production. Cette révolution numérique dans l'industrie, c'est pas la révolution de la robotisation, c'est-à-dire c'est pas l'homme qui va être remplacé par les machines. Ça fait 2 siècles qu'on le voit, hein, depuis les Ludites, depuis le métier à tisser, c'est l'histoire. Non, la vraie révolution industrielle qui se prépare, c'est la révolution de l'interconnexion entre l'homme et les objets et entre les machines entre elles. Et toute la génération de données qui va découler de tout ça. Ça, c'est la vraie révolution industrielle, cette interconnexion généralisée. Donc ça, industrie, services numériques, c'est l'intégration. On parlera maintenant de solutions, on ne parlera plus de services d'un côté, d'industrie de l'autre. La deuxième règle qui va changer en matière de production, c'est non pas la production, mais c'est la distribution avec l'ubérisation, la révolution des plateformes. Songez qu'aujourd'hui, 3 des 5 plus grosses entreprises mondiales sont des plateformes. 7 des 10 plus grosses start-up aujourd'hui sont des plateformes. Mais l'économie de la plateforme, c'est une économie particulière. Dans une entreprise normale, vous avez un type de client, vous avez des coûts de production et vous appliquez
une marge pour gagner votre vie. Là, la spécificité de la plateforme, c'est que vous avez deux marchés. C'est-à-dire que la plateforme, elle ne peut fonctionner que si vous avez des clients qui veulent un service et des prestataires de services. Mais la plateforme ne peut fonctionner que si vous avez une augmentation suffisante de la taille de vos clients d'un côté et une augmentation suffisante de la taille de vos prestataires de l'autre. C'est ce qu'on appelle les marchés bifaces. Ce sont des marchés bifaces, exactement, avec deux logiques différentes. Mais la grande fragilité de ces plateformes, c'est quoi? C'est que finalement, l'économie, le gain, il se fait sur quoi? Il se fait sur les petites mains. Quand vous prenez l'exemple de Deliveroo, par exemple, c'est un très bon exemple. Grosso modo, ils sont obligés de chouchouter les clients parce qu'il leur faut beaucoup de clients. Ils sont obligés de chouchouter les restaurateurs parce qu'il leur faut beaucoup de restaurateurs. Sinon, leur économie, elle ne tient pas la route. Donc, sur quoi, finalement, on fait des économies et sur quoi on fait des gains? Sur les petites mains. Et à mon sens, moi, c'est la grande fragilité de ces plateformes qui ne sont absolument pas un état fini, d'ailleurs, de l'organisation économique. Vous voyez déjà arriver des plateformes de plateformes, et demain, quand on aura la blockchain, par exemple, voilà, et ben la plateforme, voilà, la plateforme, ça n'est qu'un état transitoire, sans doute, de ça. Et puis les règles de consommation. Enfin, c'est un état transitoire qui consomme une partie de la marge. Alors, on évoquait Deliveroo, mais dans un autre secteur qui est celui du transport, Uber, on y reviendra. Ou celui de l'hôtellerie Booking, n'est-ce pas? C'est à chaque fois 15% de marge qui s'en vont. C'est 15% de marge, mais l'autre faiblesse des plateformes, c'est que vous en avez vraiment deux catégories, mais j'y reviendrai sans doute. C'est que vous avez les plateformes qui apportent vraiment un nouveau service. Amazon, par exemple, c'est une vraie révolution. En revanche, et ça pose la question de l'adaptation, de la réglementation et de la fiscalité, vous avez tout un tas de plateformes qui ne prospèrent que sur l'inadaptation de la fiscalité, de la réglementation à cette révolution industrielle. Mais ça viendra et ça rebattra les cartes. Et demain, vous verrez que toutes les plateformes qui ne prospèrent que sur ces failles juridiques, réglementaires et fiscales, eh bien, elles disparaîtront. Uber, par exemple, moi, je suis pas très confiant. Et donc, je termine avec juste les règles. Je vous dis, les règles de production, les règles de distribution vont changer. Le consommateur change aussi. Et votre consommateur, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est impatient, beaucoup plus qu'il ne l'était. Il défie l'autorité. Il a une volonté de transparence, c'est-à-dire qu'il ne veut consommer, il ne veut payer que ce qu'il consomme vraiment. Il a envie de circuits courts. Et surtout, il est aujourd'hui dans une logique d'usager plutôt que dans une logique de propriétaire. Quelles conséquences pour le transport routier de marchandises? Tout à l'heure, je disais, injonction un peu paradoxale, les consommateurs aiment les points de vente, parce qu'ils aiment se rencontrer, ils aiment serrer une main, mais en même temps, ils utilisent les services des grandes entreprises, des grandes plateformes pour se faire livrer. Pour tous ceux qui sont dans la salle, pour le transport routier de marchandises, ça a quel impact, ça? L'impatience, la rapidité, les exigences des consommateurs? L'exigence du consommateur, ça veut dire... alors là, tu me fais brûler les étapes, mais c'est pas grave. Mais c'est pas très grave. L'exigence du consommateur, c'est quoi? C'est qu'il voudra d'abord de la fiabilité. Et donc, ça veut dire qu'il voudra de la confiance. Et ça, ce sera un des défis majeurs à relever. Et ça veut dire que, mine de rien, il veut aussi de l'humain par-dessus tout. Et donc ça va rester. C'est-à-dire que ne croyez pas que la digitalisation, globalement, c'est moins d'humanité, c'est au contraire plus d'humanité. Et ça, ce sera constant dans tous les secteurs. Partout où la digitalisation va passer, il y aura encore plus besoin et plus de services, dont les services et plus de services, plus tout le temps. Bien sûr. Aujourd'hui, on verra que demain, parce qu'il faudra s'adapter, par exemple, aux congestions dans les villes, il faudra étaler les horaires de livraison, une des clés du succès de ces ventes en ligne, etc., ce sera la rapidité de livraison et d'échange. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, vous avez par exemple, pour concurrencer Amazon, vous avez Walmart qui propose maintenant un service dans lequel on vous installe chez vous une serrure avec un code et où en gros, on vous livre même plus vos courses, c'est-à-dire qu'on vient remplir votre frigo. C'est-à-dire que Walmart arrive, vous pouvez mettre une petite caméra chez vous si vous n'avez pas confiance dans le livreur. Alors vous me direz, il rangera peut-être pas le frigo comme vous auriez aimé le ranger, mais en tout cas, vous aurez quand même toutes vos courses dans le frigo. Et la logistique, ce sera pareil. C'est-à-dire que demain, celui qui vient vous livrer vos chaussures, c'est peut-être lui qui vous fera essayer les chaussures et qui les remportera si ça ne va pas. Alors, on revient à la proximité. En fait, là, on parle de très grandes entreprises américaines qui sont le produit de la mondialisation. Question, et là aussi avec un éclairage sur le transport routier de marchandises, est-ce qu'il y a un phénomène de démondialisation?
Alors, il n'y a pas de démondialisation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement... Alors, démondialisation, d'abord, c'est absurde parce que la mondialisation, c'est bien autre chose que des containers qui partent de Shanghai ou de Singapour et qui arrivent à Anvers, Rotterdam ou Marseille. Là, il y a en revanche une tendance qui est une tendance réelle et qui n'est pas anecdotique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est la tendance à la relocalisation. Aujourd'hui, vous avez des entreprises dans le monde entier qui font de la relocalisation. Pourquoi ? D'abord parce que vous avez une réduction des écarts de coûts de production importante entre les pays émergents et les pays développés. Je vous rappelle que quand en Chine, les coûts salariaux augmentent de 15% par an, vous avez aujourd'hui un coût global de la fabrication en Chine qui n'est plus tellement différent de ce qu'il est aux États-Unis, par exemple. Donc ça compte. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé et qui ont sous-estimé le coût total de la délocalisation, le coût de l'éloignement, et ça a un coût que les entreprises voient. Il y a la volonté de se protéger aujourd'hui des chocs d'approvisionnement. Rappelez-vous Fukushima, rappelez-vous les inondations en Thaïlande. Beaucoup d'entreprises à l'autre bout du monde se sont retrouvées privées de composants et elles se sentent vulnérables, et ça, elles veulent éviter. Il y a une volonté aussi de protéger ces brevets. Il y a un risque de contrefaçon qui est réel, et donc les entreprises préfèrent. Et puis vous avez tout ce qui est révolution numérique qui effectivement permet de produire aujourd'hui plus près, moins standardisé. Et donc c'est un phénomène qui n'est pas neutre. Songez qu'il y a 10 ans, vous aviez 9% des entreprises, des grandes entreprises mondiales qui envisageaient de déplacer des centres de production des pays à bas coût de main-d'œuvre vers les pays à coût de main-d'œuvre élevé. Aujourd'hui, c'est à peu près 20%. Et je vous ai fait un petit graphique pour vous montrer à quel point la relocalisation avait la cote. Alors ça, c'est un truc assez classique. C'est le nombre de fois où le mot relocalisation apparaît dans des études et dans des travaux académiques. Et vous voyez qu'il y a une vraie tendance. Et ça, c'est un sujet qui est quand même une tendance véritablement lourde. Emmanuel, on revient au territoire national. Aujourd'hui, la France, c'est une série de métropoles, elles ne sont pas très nombreuses, et puis souvent des petites villes. La France est d'ailleurs un peu le produit de sa géographie. Est-ce que les inégalités territoriales, qui sont très commentées, vont se réduire ou vont s'accroître ? Je ne vois pas comment elles ne s'accroîtraient pas. Aujourd'hui, on a une tendance à la métropolisation qui est franchement inexorable. Quand vous regardez les chiffres, alors je vous en cite quelques-uns, si vous prenez les 15 aires urbaines de plus de 500 000 habitants en France, c'est 40% de la population, 55% de la masse salariale, 50% du PIB, et toute la dynamique de croissance vient aujourd'hui de ces métropoles. Si vous prenez les calculs qui ont été faits par les économistes de l'OCDE, ils vous montrent que les métropoles en France ont représenté 70% des créations d'emplois depuis 15 ans. C'est même une moyenne qui est supérieure à la moyenne de l'OCDE. Donc le phénomène de métropolisation, il est plus important en France qu'à l'étranger. Et encore une fois, on ne voit pas comment ça pourrait s'arrêter, parce que pour l'instant, les effets, ce qu'on appelle les effets de congestion, eh bien ces effets de congestion, ils sont moins puissants que les gains de l'agglomération pour toutes les activités économiques. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de densification, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est qu'en fait, les zones urbaines s'étendent plus vite que n'augmente la population. Et donc, tant que... La dilatation horizontale des villes. Il y a une espèce de dilatation qui fait qu'effectivement, voilà. Et ça, malheureusement, en France, ça va s'accentuer. Honnêtement, ce problème de l'aménagement du territoire, moi, j'ai essayé de le prendre par tous les bouts. Le prendre par le bout de l'implantation des entreprises, le prendre par le biais du logement, le prendre par le biais de l'irrigation, c'est-à-dire par le biais du transport. On nous disait avec la révolution digitale, en gros, tout le monde se voyait déjà travailler chez soi, dans son jardin, etc. Télétravail, Voilà, donc ça, c'est pas possible. Et on voit que malgré tout ça, les effets d'agrégation sont les plus forts. Donc je ne vois pas aujourd'hui comment cette densification, cette métropolisation ne continuerait pas. Alors la dilatation horizontale des villes, elle a des conséquences sur les modèles de vie, elle pousse les exigences environnementales des Français, de la société, dans ce débat. Ces nouvelles contraintes, est-ce qu'elles vont se renforcer ? Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que c'est une chance, selon toi ? Alors, les contraintes, elles vont incontestablement se renforcer. Je ne vois pas comment, encore une fois, on n'ira pas vers des politiques qui vont contraindre
de plus en plus sur le plan réglementaire la circulation des véhicules, de l'automobile. On voit bien que tout ce qui se prépare, ce sont des mesures de régulation, taxe carbone, durcissement des normes techniques des véhicules. C'est vrai que la fiscalité hausse de la, est un voilà, donc, réflexe. Et en gros, on va vers des politiques de restriction, des péages urbains, etc. Donc, alors, ce qui est vrai et ce qui, moi, me semble compliqué pour le transport routier, c'est qu'il y a une partie de leur destin qui se joue ailleurs que chez vous, c'est-à-dire en gros qui se joue chez les constructeurs de camions, etc., dont vous êtes un peu dépendant. Mais du coup, ça veut dire que là encore, on en revient à cette idée de solution à proposer, de service à proposer, et que on voit bien que ce qui fera la différence, ce sera la capacité justement à fournir du service supplémentaire. Et là, pour le coup, tous les outils seront importants. Je vais t'interrompre une seconde pour dire que nous évoquerons dans le courant de cette journée les nouveaux carburants, les nouveaux outils mobilisés par les transporteurs pour répondre tout à la fois à la contrainte environnementale et pour rester productif, pour rester efficace. Contrairement à ce qui est souvent dit dans les médias, je nous adresse d'ailleurs un reproche collectif, le transport routier de marchandises a déjà engagé depuis très longtemps la transition écologique. J'en viens à la robotisation avec une question simple, Emmanuel. Est-ce que dans ce métier aussi, les robots vont prendre nos emplois ? L'équation, elle est compliquée. Aujourd'hui, si vous regardez tout ce qui est écrit, toute la littérature sur, en gros, comment va s'organiser la relation homme-robot, en gros, le nombre d'emplois qui vont être supprimés par la robotisation, les études varient entre 10 et 50%, à peu près. Et en même temps... Ça fait beaucoup d'écart. Oui, mais je trouve que le chiffre qu'il faut rapprocher très vite de tout ça, c'est de dire que ce qu'on est capable d'extrapoler, c'est que les 2/3 des emplois qui seront exercés par les collégiens d'aujourd'hui n'existent pas encore. Donc on voit bien qu'on est dans un processus massif de transformation. Alors, les économistes sont très à l'aise dans ce monde où on vous dit c'est pas grave, il y a des secteurs qui vont disparaître, des emplois qui vont être détruits, puis de toute façon c'est pas grave parce qu'il y a d'autres emplois, d'autres secteurs qui vont émerger, et donc finalement sur le plan de la mécanique macroéconomique, tout ça est parfait, etc. Bien évidemment, où est la dimension humaine dans tout ça, la dimension de la transition, la dimension de la formation, c'est là effectivement tout l'enjeu. Ce qui est vrai, alors vous avez des gens très optimistes qui vous disent oui, mais la théorie du déversement, une fois de plus, ça va marcher. La théorie du déversement, c'est quoi? C'est qu'au départ, tous les gens travaillaient dans l'agriculture, et puis quand on a mécanisé les campagnes, finalement, la main-d'œuvre s'est déplacée dans les usines, ensuite on a robotisé les usines, que la main-d'œuvre s'est déplacée dans les bureaux, les services, et que on trouvera bien la suite. Là où la réalité est plus complexe, c'est que le choc aujourd'hui, il est quand même d'une violence extrême. Alors, non, là j'appuie sur le laser, là je me trompe. D'abord, le choc, il est d'une violence extrême. Si vous regardez la vitesse à laquelle se diffuse cette nouvelle révolution technologique, c'est quand même une vitesse sans précédent par rapport à toutes les grandes révolutions techniques auxquelles on a pu assister jusqu'à maintenant. Si vous prenez par exemple l'aviation, l'électricité, l'automobile, ce sont des domaines qui, avant d'avoir un impact majeur sur la vie quotidienne, c'est-à-dire en gros, avant de gagner 25% à peu près de leur marché, eh bien, ce sont des secteurs qui ont mis plusieurs années, qui ont mis entre 40 et 50 ans. Internet, pour atteindre cette densité-là et cette présence-là, n'a mis que 7 ans. Donc vous voyez que le choc est brutal. Et puis surtout, ce qui change, parce que quand on est passé des champs aux usines, des usines aux bureaux, on est quand même passé de tâches répétitives à d'autres tâches répétitives. Des tâches répétitives au champ, on est passé aux tâches répétitives à l'usine et aux tâches répétitives au bureau. Là, c'est ça qui change, c'est qu'en fait, on va avoir des robots qui sont de plus en plus capables de s'adapter, de plus en plus capables de comprendre et de plus en plus capables de faire des tâches non répétitives, effectivement. Alors, moi, ma conviction, c'est quand même que tout va s'articuler autour de notre capacité à travailler intelligemment avec le robot et que rien n'est écrit. C'est que notre relation à la machine, elle sera ce qu'on en fera. C'est à nous de l'écrire. C'est à nous de l'écrire, et je vous renvoie quand même à une lecture qui est assez fascinante. Vous connaissez tous La planète des singes, vous avez vu les films, j'imagine, mais est-ce que vous avez lu la nouvelle initiale, la nouvelle de Pierre Boulle, où on vous explique comment les singes sont arrivés au pouvoir et comment l'homme a perdu la main. L'homme a perdu la main par paresse, par fainéantise, par laisser-aller. Donc, en gros, si on veut laisser la place, effectivement, aux machines, on laissera la place aux machines.
Regardez Wall-E aussi, pour les plus jeunes qui ont vu ça. La réalité, c'est que cette relation à la machine, elle sera ce qu'on en fera, et que la machine ne sera jamais humaine comme on l'est nous. Donc, il y a ce besoin d'humain. Si vous prenez toutes les études de Harvard, et je termine là-dessus, en gros, le besoin d'humain sera de plus en plus important. Et vous achèterez des services, vous achèterez des produits, mais vous aurez aussi besoin d'humain. On aura toujours besoin, et c'est peut-être le mot de conclusion qu'il faut donner, on aura toujours besoin de transport, mais de transport un peu différent. Oui, regardez par exemple, c'est assez intéressant ce que prévoit par exemple France Stratégie sur les besoins en matière d'emploi. Alors, ça n'est qu'à l'horizon des 5-6 prochaines années, mais quand même, il y a un besoin incontestablement. Et vous voyez qu'il n'y a pas que les départs à la retraite, il y a des besoins. Donc ça, moi je ne crois absolument pas qu'on n'aura plus besoin de l'homme. Pascal, tu as oublié un petit point que je voudrais absolument souligner. Il nous reste une minute. Une minute, c'est de dire qu'il y a deux sujets sur lesquels on se trompe lourdement. C'est notre rapport à l'importation et notre rapport au service dans l'évaluation de notre compétitivité et de notre coût du travail. C'est-à-dire qu'on est obsédé par le coût du travail dans l'industrie, c'est l'alpha et l'oméga de la compétitivité. Moi, je voudrais citer deux points rapides. D'abord, notre compétitivité, elle dépend fondamentalement de nos importations. Songez que dans un produit fabriqué en France aujourd'hui, il y a 40% de composants étrangers. Donc cette capacité à acheter bon marché, à faire venir bon marché dans nos usines des composants étrangers est un élément déterminant de notre compétitivité. Et autre élément qu'on oublie souvent, c'est que dans un produit industriel, vous avez à peu près 50% de la valeur de ce produit qui est du service. Donc oui, la compétitivité des services, c'est fondamental pour l'industrie. L'Allemagne l'a très bien compris. D'ailleurs, si vous comparez le coût du travail dans l'industrie en France, en Allemagne, vous voyez qu'on est comparable. En revanche, dans les services, le coût du travail en Allemagne est beaucoup plus faible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il faut importer de manière compétitive, et si le service, c'est fondamental, c'est parce que du coup, si on sous-estime ces deux paramètres, on sous-estime l'importance de la logistique. Or, la logistique, c'est à peu près 10 à 15% aussi, là encore, du coût d'un produit fini. Et donc, juste pour terminer, quand vous faites la corrélation entre la performance du secteur de la logistique en France et le classement de la France dans le rapport du World Economic Forum sur la compétitivité mondiale, vous avez une corrélation qui est presque parfaite, puisque si vous regardez ces classements sur les performances en matière de logistique, devant nous, vous trouvez le Canada, vous trouvez la Suède, non, le Canada, non mais je dis n'importe quoi, je trouvais pas ma feuille, voilà. Vous trouvez l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni. Comme par hasard, quand vous regardez le classement du World Economic Forum, les Pays-Bas sont 4e en compétitivité mondiale, l'Allemagne 5e, le Royaume-Uni 8e, la Belgique 20e, alors qu'il y a un coût du travail très élevé, et nous sommes, nous, 22e. Oui. Donc voilà, ne sous-estimons pas ces facteurs pour effectivement notre compétitivité globale, ce qui quand même me semble un peu le cas aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, merci Emmanuel.